Hello, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie et surtout le chien et le chat. Et oui, puisque après 30 ans d'élevage canin de sélection Olof dans le berger des Shetland, après 26 ans d'administration dans l'armée, en étant toujours comptable de métier depuis 2011, je me suis dit que je pouvais aider mes compatriotes éleveurs, toiletteurs, gérants de pension, pet-sitters, éducateurs canins, comportementalistes canins ou félins et autres à y voir plus clair dans les méandres de l'administration fiscale, juridique ou sanitaire, mais aussi sur le plan de la communication des ventes, de la sélection des reproducteurs et du handling. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est la présentation des chiens en exposition. Aujourd'hui, on va parler de placement en conditions d'élevage. Voilà les termes qu'on entend souvent dans le milieu des éleveurs canins et félins. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, tout simplement que la chienne ou la chatte en question n'est plus en continu chez son éleveur, ou en tout cas celui qui l'a acquise, mais qu'elle est placée dans un autre endroit géographique et pourra reproduire sous certaines conditions en accord entre l'éleveur et la personne chez qui elle est placée. Et c'est une pratique qui est très courante chez les éleveurs canins, surtout, beaucoup plus rare chez le chat et utilisée pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est pour maintenir un nombre raisonnable d'animaux sur le lieu de l'élevage. Un éleveur qui veut garder une petite ou une moyenne activité ne peut généralement pas garder un grand nombre de chiens ou de chats, voire les deux. Placer une chienne ou une chatte dans une autre famille permet de maintenir un équilibre entre la qualité des soins apportés à chaque animal et le nombre total d'animaux. Il est évident qu'on a plus de temps pour 5 que pour 25, évidemment. Bon. Très souvent, le placement se fait chez un particulier ou en tout cas dans un environnement où la femelle sera privilégiée. En vivant dans une famille dédiée, elle reçoit plus d'attention, plus de soins, plus d'interactions sociales aussi que si elle était dans un élevage avec de nombreux autres animaux. On ne parle pas évidemment de tout petits élevages où il y a 2, 3, 4, 5, voire même une dizaine de chiens ou de chats, qui est encore assez raisonnable. Là, c'est quand on commence à dépasser ce stade. Cette femelle peut profiter d'une vie de famille standard avec des promenades, des jeux, une interaction constante, etc. Ensuite, le placement permet d'optimiser les ressources. Et oui, parce que placer une femelle ailleurs permet à l'éleveur de gérer plus efficacement son temps, son espace, son argent et d'optimiser son programme d'élevage. L'éleveur peut donc continuer à développer ses lignées tout en limitant les contraintes liées à la gestion quotidienne de tous les reproducteurs chez lui, souvent pour des raisons d'application de règlements sanitaires d'ailleurs. Attention néanmoins au fait qu'on ne peut pas se décharger de tout sur l'autre famille sous prétexte que la femelle n'est plus chez soi. Tout dépend des termes du contrat que vous aurez signé. Ensuite, ce type de placement permet un accès à une bonne diversité génétique, notamment en évitant une consanguinité trop étroite. Effectivement, en plaçant une chatte ou une chienne dans une autre famille tout en conservant des droits de reproduction, l'éleveur peut accéder à une plus grande diversité génétique, notamment si le lieu géographique n'est pas tout près, hein. L'éleveur peut convenir avec l'autre détenteur du choix d'un étalon qui serait moins accessible géographiquement parlant, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être 800, 1000 bornes, je ne sais pas, hein, voilà. Et il pourra donc récupérer du sang frais, mais aux qualités importantes, sans augmenter ses propres installations. Ensuite, un placement en condition facilite la transition après la carrière de reproduction de la femelle. Si elle vit en permanence avec la même famille, la chienne ou la chatte évite les transitions répétées entre l'élevage et la maison d'accueil, ce qui peut réduire le stress, bien sûr. Si elle revient à reproduire régulièrement à son élevage d'origine, il faut bien faire attention à ce que cela ne la perturbe pas. Et pour ceux qui ne gardent pas leurs adultes pour X raisons, hein, on ne va pas épiloguer sur le sujet, lorsque la carrière de reproduction de la chienne ou de la chatte se termine, c'est vrai qu'elle pourra rester très souvent dans la famille d'accueil qui a déjà établi un lien avec elle, parfois pendant plusieurs années. Ça évite le stress de rechercher, voire de trouver encore un nouveau foyer. Ok? Bon. Bien sûr, et le plus important, je dirais, l'éleveur peut conserver ses droits de reproduction sur la femelle en question. C'est-à-dire que dans le cadre, on va dire, d'un accord, l'éleveur peut planifier les saillies et les porter tout en laissant l'animal vivre dans un environnement qui est autre.
Sur le plan légal, je rappelle tout de même un point important. Toute femelle qui reproduit pour un éleveur doit lui appartenir ou au moins en être le détenteur. Ça veut dire que si vous êtes l'éleveur, c'est-à-dire vous vous trouvez du côté de l'éleveur, d'accord, vous devez absolument établir un contrat écrit entre vous et le détenteur du futur lieu, donc de détention, c'est-à-dire de la personne qui va gérer l'endroit où sera donc la femelle. Notamment, ne pas oublier que toute carte ICAD transférée sans contrat et sans accord écrit quelconque, quelque part, est considérée comme un acte de propriété. Ça veut dire que vous n'aurez plus aucun impact dessus. Si vous êtes au contraire la personne censée réceptionner la femelle, n'acceptez pas n'importe quelle condition sous prétexte que vous ne payez pas ou que le prix de départ est très réduit. Non seulement il y a des chances pour que, en faisant vraiment les comptes, le contrat donne plus de bénéfices à l'éleveur qu'à vous, et d'autre part, vous en aurez l'entière responsabilité durant toute la durée du contrat, alors réfléchissez à toutes les contraintes que ça implique. Dernier conseil. Un contrat est un accord entre plusieurs parties, pas l'une qui impose tout aux autres. Ensuite, dans un contrat, tout doit être écrit. Non seulement ce que vous souhaitez comme clause à appliquer, mais aussi les clauses qui permettent d'anticiper les problèmes, c'est-à-dire qui paye quoi, qui fait quoi, qui est le détenteur, ça veut dire est-ce que vous allez transférer la carte ICAD, est-ce que vous allez garder, vous en tant qu'éleveur, la propriété pleine et entière donc de l'animal, comment ça va se passer, combien ça va coûter, les cas d'incapacité de reproduction de la femelle et ce qu'on projette de faire si ça arrive, et quelles seront les recettes à attendre pour l'un ou pour l'autre, que se passe-t-il quand la femelle aura fini d'effectuer son travail, entre guillemets, etc. Donc sans ça, c'est le litige assuré en cas de désaccord. Ensuite, on ne tient pas une famille pendant 7 ou 8 ans par un contrat d'élevage. Arrangez-vous pour que les clauses du contrat soient réalisables le plus rapidement possible pour libérer la famille d'accueil de ses contraintes. Entre autres, ne demandez pas 4 ou 5 portées avec 2 ans entre chaque, par exemple. De même, si la famille d'accueil est un particulier, on ne le prend pas pour un jambon. Le contrat doit être équilibré. Ce n'est pas tout pour l'éleveur, par exemple celle que j'ai donnée au-dessus, 3, 4, 5 portées, sans autre raison que quelques frais que vous aurez financés au début de la carrière, comme des tests de santé, une confirmation, une conformité, quelques expos, quelques concours de travail, et rien pour l'autre partie. C'est le meilleur moyen de partir au clash. Enfin, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir établir un contrat en bonne et due forme, n'hésitez pas à vous former sur tout ce qui concerne l'environnement juridique afin de connaître tout ce qui est loi et clause, et entourez-vous d'un conseiller juridique spécialisé en droit animalier qui pourra vous accompagner de façon plus fiable que tout ce que vous pourrez lire à droite à gauche dans les groupes Facebook ou autres. En clair, on ne badine pas avec les lois, et en particulier dans le monde canin et félin. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!